Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. En construction depuis plusieurs mois, le nouveau centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Tico a été inauguré ce jour dans la région du Sud-Ouest. D'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA, ce centre multifonctionnel est dédié aux ex-combattants séparatistes ayant déposé les armes. La cérémonie de ce jour était présidée par Fayengo Francis, le coordonnateur national du comité de désarmement, démobilisation et réintégration. Et puis le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore ce 3 décembre 2021 la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Leadership et participation des personnes handicapées pour un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable. Le thème de cette 30e édition est une invite à davantage intégrer l'apport des personnes handicapées dans la construction des nations. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre journal s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnette Ondessa. Bonsoir. Good evening, Leila, and good evening to all the viewers of the APM Bilingual Newscast here on Spectrum Television. As rightly mentioned in the headlines, the town of Tico now has a disarmament, demobilization and reintegration center for ex-separatist fighters and Boko Haram. The center was inaugurated today, December 3, by the National Coordinator of DDR Centers, Fayengo Francis. Crystal Asexuele tells us more in this report. The National Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reinterpretation of ex-Amber and Boko Haram fighters has been inaugurated in Tico, southwest region of Cameroon, by the National Coordinator of the centers, Fayengo Francis. This center is within the investment program that the head of state put in place for the DDR. So it is the second that we are receiving. I'm pleased to announce to you that we're here on the 3rd of March. We are here today. We have to receive it even at the end of the month. It will turn 9 months minus. So it's a wonderful thing that has been done. I want to thank professional partners like you. So the center is within the investment program. Situated on the left-hand side of the Miselele Road when coming from the littoral region, this center, which took 9 months to be completed, has the capacity of absorbing more than 1,000 inmates and comprises the following facilities: dormitories, a church, a hospital, a refectory, workshops, a playing ground, and other amenities. We'll be able to get into more attractive trades like plumbing, welding, glassworks, building construction, and the rest, which we could normally not carry out at the level of the Boya. So I am very, very optimistic that this center will go a long way to meet the expectations of the ex-fighters, who are the principal beneficiaries, and of course fulfill the vision of the head of state. It is worthy to note that this piece of land on which the center is constructed was allocated to the government by the Cameroon Development Corporation, CDC. This event that took place today, December 3, 2021, witnessed the presence of traditional and administrative authorities of this region, along with the population of Tico and its environment. Stretches of roads undergoing rehabilitation in Ejiki, a village in the southwest region, has been inspected today by the Senior Divisional Officer for Meme, Chamberlain Tuondong. Details with Katrin Kone in this report. The Senior Divisional Officer for Meme Division was on the field to evaluate the ongoing rehabilitation work on the stretch of roads in Ejiki, a locality in the Dan Division of the southwest region. Follow up the execution of the work instructed by the head of state to the Minister of Public. You know it very well. All those places used to be very dangerous for the whole population. That is why I said this previously. The head of state allocated money for us to rehabilitate all those bad spots which used to be
used to be used by those criminals to come and harass people, to come and disturb peace and security, and to come and kill innocent people. That is why today we are here today, and we are all of us very happy that we realize that work has effectively started, and we are going to put pressure for them to complete that work on time, to allow people to travel from Buea to Kumba without any fear. The inspection tour, which took place today, the Divisional Delegate for Public Works reviewed the challenges they have been facing so far. We had a lot of challenges, you know, from the ongoing of this project. You know, there was some particular point that the speed was less than 10 kilometers. The vehicle comes and stops, and another one passes. But at least we have done everything to see that the road is passable with a very good speed as from now. It was an occasion for the Memebos to congratulate locals of Idiki who have shown fear and forge ahead with their daily activities despite the current insecurity. I will also seize this opportunity to congratulate the population. All of us, we realize that Idiki, which used to be very, very, very dangerous for the whole population, but all of the population, they have come back. They are now doing their daily activity, and in order to increase their living condition, we bought some plantain, bought other items coming from the farmers of that beautiful village. Once more, thank you. The ongoing works at Idiki village has left a sign of relief to road users, given the fact that the dilapidated portion had served as a point of kidnappings and harassment by gunmen on drivers as well as passengers. Les ministres de l'Union des États de l'Afrique centrale sont en conclave par vidéoconférence depuis hier matin. Les travaux axés sur le projet d'examen du budget pour l'exercice prochain se sont achevés ce vendredi. Un budget qui, s'il est adopté en l'état, connaîtra une hausse d'environ 4 milliards de francs CFA. Olivier Bozigue. Cette rencontre des ministres de l'Union des États d'Afrique centrale se tient dans un contexte de crise sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus qui a considérablement impacté sur les économies et par ricochet sur la mobilisation des ressources dédiées à l'intégration de la sous-région. Le Covid a induit des effets sur la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets intégrateurs. Face à cette contrainte, les États membres de l'Union ont initié des plans de gestion de la crise et de relance post-Covid. Le premier bilan de cette riposte sous-régionale rassure. Grâce aux efforts consolidés de nos pays et de nos institutions communautaires, la sous-région a pu contenir ces différents chocs à un niveau relativement acceptable. Ainsi, les instruments normatifs nécessaires au renforcement de l'intégration ont été régulièrement appliqués, de nouveaux dispositifs adoptés et le contrôle des activités de la communauté s'est dûment exercé. Pour cette 37e session ordinaire du Conseil, les ministres de l'Union des États d'Afrique centrale vont examiner et valider le projet de budget de la communauté dont les premiers indicateurs laissent transparaître, malgré quelques difficultés, une gestion équilibrée entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement avec les baisses des charges du personnel, de biens et services. Le budget examiné est estimé à 94 milliards de francs CFA et est prioritairement axé sur la mise en œuvre des projets qui concourent à l'épanouissement des populations. En outre, le budget 2022 doit nous permettre la transformation structurelle des économies de la sous-région, la diversification des moyens de production pour se départir de la dépendance des ressources pétrolières et favoriser un environnement sécurisé, gage d'une communauté de paix et de stabilité sociale. Il faut noter que ces travaux se tiennent à la suite du sommet extraordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CEMAC qui s'est tenu au mois d'août 2021. Et puis aider les collectivités camerounaises à se développer à travers partenariats et relations avec les communes et entreprises et étrangères. Tel est l'objectif visé par les rencontres de la coopération décentralisée franco-camerounaise. L'édition 2021 s'est tenue ce 2 décembre 2021 dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Pour le développement d'un État, il faut s'assurer d'avoir les revenus nécessaires et des emplois. Il faut donc opérationnaliser les collectivités territoriales décentralisées.
Les rencontres de la coopération décentralisée franco-camerounaise se veulent le creuset des ressources additionnelles. Il s'agit de la facilité d'appui à la décentralisation et au développement local FADEL, financé par les fonds de pilotage du contrat de désendettement et de développement CE2 et du projet d'appui à l'accélération de la décentralisation au Cameroun, PADC, exécuté avec le soutien financier du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Ces deux projets constituent de précieux instruments dans la construction des démarches et d'élaboration d'outils d'accompagnement des régions, de développement d'une ingénierie de la formation de haut niveau à la NASLA et d'amélioration de l'attelage des concentrations et décentralisation. L'édition 2021 a eu lieu à Yaoundé ce 2 décembre. Le patrimoine qui existe entre les deux pays a déjà porté plusieurs fruits, parmi lesquels la coopération entre la ville de Douala et celle de Bordeaux en France. Je pense évidemment à certaines coopérations historiques, comme celle entre les villes de Nantes en France et Tchang. Depuis plus de 20 ans, elle apporte des solutions concrètes aux habitants dans les domaines du développement local, du tourisme durable, de la gestion de l'eau et des déchets. Je peux également citer le travail admirable que mène la coopération de la région Grand Est, dont le représentant permanent est parmi nous ce jour, en appui aux intercommunalités camerounaises ou à la gestion durable des ressources, pour ne citer que ces domaines. Et ceux-ci peuvent, en plus de développer le pays, résoudre le problème d'exode de l'Interland vers les parties centrales. Les gens se trompent souvent en pensant qu'un pays se développe via ses capitales économiques ou politiques. Mais attendez, si vous voulez savoir si le Cameroun est développé, vous irez à Yokadouma, vous irez à Tchang, vous irez à Bédoua. Si là-bas il n'y a rien, vous direz que le Cameroun n'est pas développé. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité de dénicher d'autres territoires sur le plan de la diplomatie des territoires, il faut le dire comme ça, ou alors d'autres fonds qui végètent, tout simplement via les partenariats qui peuvent se faire sur le plan local ou sur le plan international. Ces rencontres se sont adossées sur deux axes majeurs, à savoir la décentralisation camerounaise vers une nouvelle dynamique pour la coopération décentralisée au Cameroun et l'avènement de la région au Cameroun, perspectives et enjeux pour les partenariats entre territoires à l'international. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, commémore la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette année, les activités se déroulent autour du thème « Leadership et participation des personnes handicapées pour un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». Hommage de la clôture des manifestations cet après-midi à Douala, dans le Vouri. Les personnes qui vivent avec un handicap expriment leurs regrets face à la non-application véritable de la loi de 2010 qui protège les personnes handicapées. Makedali Dunocham. Au Cameroun, les personnes qui vivent avec un handicap ne sont pas suffisamment protégées, malgré l'existence de la loi du 13 avril 2010. On vous parle de la loi sur la réinsertion socio-professionnelle. On demande aux entreprises d'embaucher, je crois, 10% de leur personnel qui vivent avec le handicap. Mais aucune mesure d'accompagnement, aucun organe ne veille auprès des entreprises pour voir si véritablement cela peut être appliqué. Les entreprises de leur côté vous disent qu'elles payent les taxes. Comment est-ce que l'État les accompagne pour qu'ils puissent prendre en compte ce type de personnel? Donc il y a comme un vide entretenu de part et d'autre pour que véritablement cela ne s'arrange pas. Une situation qui entraîne de plus en plus la frustration chez ces personnes vulnérables dans un domaine comme l'éducation par exemple. C'est le constat fait par les autorités administratives. Justement, il y a un sentiment de frustration que nous-mêmes nous subissons parce que nous allons constater au niveau de l'inclusion des enfants dans les établissements scolaires où nous avons autant de frustration parce que bien que les lois existent, ces lois ne sont pas appliquées véritablement par toutes les structures. Raison pour laquelle Madame le ministre des enseignements secondaires a récemment pris un arrêté qui imposait effectivement la mise en application de ces lois parce que les chefs d'établissement
nous allons vous dire, nous frustre énormément par rapport à cette cible-là, qu'elle refuse parfois d'accueillir. La célébration de la 30e journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre est l'occasion de sensibiliser et de mobiliser davantage les communautés autour de la problématique du handicap. Moi, par exemple, j'ai transcendé le handicap, Jules. Mais maintenant, celui qui est encore en famille. Bon, ici, le problème, ça commence en famille. C'est des familles qui doivent nous aider à parler du handicap, à les sortir des maisons, à sensibiliser, à leur faire comprendre qu'ils sont des personnes à part entière. Et maintenant, nous allons accompagner avec des actions que nous menons déjà au quotidien. C'est même d'ailleurs pourquoi, en ce moment, au courant de l'année 2020, nous avons sorti l'organe d'expression des personnes handicapées, la tribune du handicap, pour informer les familles, les personnes handicapées elles-mêmes de leurs droits, de ce qu'ils doivent connaître, de ce qu'ils doivent faire. Ce 3 décembre, la délégation départementale des affaires sociales du Vouri dans le littoral a organisé la cérémonie de clôture des activités relatives à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cérémonie qui s'est déroulée ici, à l'esplanade du centre d'accueil et d'observation de Bepanda à Douala. Cette année, cette 30e journée se célèbre autour du thème « Leadership et participation des personnes handicapées pour un monde post-Covid-19 inclusif, accessible et durable ». Et avec VOA, nous faisons à présent le round-up de l'actualité africaine. Au Sénégal, la grève des transporteurs continue, désormais pour une durée illimitée. Les transporteurs protestent notamment contre les raquettes de la police, le transport clandestin et le nombre élevé, selon eux, de points de contrôle. Au Zimbabwe, les avions à destination d'Harare sont contraints d'atterrir sans l'aide des radars de contrôle aérien. L'aviation civile n'a reçu que 1,3 million d'euros des 135 millions du prêt d'une banque de Chine pour établir le système de surveillance radar du pays. Le Sénégalais Lamine Diack est décédé à 88 ans à Dakar. Lamine Diack a mené de pair des carrières prolifiques dans le sport, en politique et dans les instances sportives. Il a été rattrapé par des scandales et devenu le symbole de l'affairisme qui a gangréné la Fédération internationale d'athlétisme. Au Bénin, 2 militaires ont été tués par des djihadistes dans le nord du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. La veille, un djihadiste a été abattu par les forces armées dans une attaque. Vous avez the circulation itinerary. In sports, the Minister of Sports and Physical Education, in a communique which dates December 2, indicates that the handing over ceremony of the 60,000-seater Olembe Stadium, previewed for today, December 3, has been pushed to a later date. Narcisse Mwele Kombi explains the postponement is due to the ongoing technical operations and other constraints. It's in this light that the STV newsroom decided to look into the number of times this has happened with regards to the Olembe Stadium, as compiled in this report. The circulation itinerary during the African Cup of Nations, put in place by the Regional Delegate for National Security, Commandant Raymond Issogo, will not solve traffic problems in Douala, say some city dwellers. Sauf que vivre les embouteillages. Puisque présentement les routes ne sont pas des embouteillages. Look at the traffic. The roads are not in a good condition. Take for instance the stretch of road from Japoma. Even going through Dokoti, we are still going to be stuck. And you know, we don't have the means to offer helicopters. Circulation in town will be difficult. Qui iront dans ce stade auront des difficultés. Others think the highway from Marché des Fleurs leading to Japoma shouldn't be the only areas to focus on. It's going to affect many people, and I don't think they should block any areas. They should allow circulation normally. This commercial bike rider thinks paralyzing circulation for 2 hours before match time for smooth access to stadiums will be a fiasco. It's going to be a catastrophe. It's not easy. 2 hours is too much. The Regional Delegate for National Security, Commandant Raymond Issogo,
spelled out the AFCON circulation itinerary whereby movement will be paralyzed 2 hours before match time at the national number 3 from Marché des Fleurs Junction to the Japoma Stadium. A strategy not very pleasant to city dwellers given the congestion the country's economic corridor deals with on a daily basis. That was rather a report by Josephine Benzi, where some city dwellers in the economic capital have not welcomed the AFCON circulation itinerary as spelled out by the regional delegate for National Security, Commandant Raymond Esogo, as mobility at the national number 3 road to the Japoma Stadium will be paralyzed 2 hours to match time. Now we go back to Yaoundé, where the Minister of Sport and Physical Education in a communique which dates December 2, 2021, indicates the official reception of the 60,000-seater Olembe Stadium has been moved from today, December 3, to a date yet to be announced. And Narcisse Mwele Kombi explains the postponement is due to the ongoing technical operations and other constraints. With this new development, the STV Newsroom took interest in a number of times such has happened in regards to the Olembe Stadium since works commenced in 2017. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ici même au Cameroun et le Cameroun sera prêt. A statement made in 2017 when Cameroon was supposed to host the 2019 African Cup of Nations. Fast forward to 4 years later, not all infrastructures are ready. Days to Africa's biggest soccer jamboree, AFCON 2021. The Olembe Stadium, which will serve as host for the opening and closing matches, is still under construction. Works began in this 60,000 capacity stadium in 2017. A project handled by the Italian company Piccini. Construction then was supposed to go on for 13 months, with it programmed to be completed by December 31, 2018. Due to repeated delays, strike action from workers, the deadline was not respected, with the contract awarded to the Canadian group Magil in 2019, and Cameroon eventually stripped of her hosting right. The pandemic and financial difficulties slow down progress in this sporting infrastructure. The completion of this project has been postponed on several occasions, with the most recent being November 30th. In a recent outing by the Minister of Sport and Physical Education, on November 29, all will be set with the keys handed over come December 3, 2021. That the minister has postponed that to a date that will be communicated subsequently. And that puts an end to the 8 p.m. Balingua Newscast here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night, Lila Renganze. Bonsoir à vous, la Donnette en dessin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.